Bonjour, on va s'intéresser dans cette présentation aux techniques de localisation qui sont disponibles sur votre smartphone ou votre tablette. Mais on ne s'intéressera pas seulement à la localisation elle-même, on s'intéressera aussi à des aspects comme la protection de la vie privée et aux informations que vous pouvez diffuser sur votre position quand vous utilisez ces techniques. Alors, on va commencer par un petit quiz que j'avais préparé à l'Université de San Francisco au centre informatique. Alors, dans les lignes qui sont ci-dessous, laquelle ne fournit pas la localisation de l'Université de San Francisco? 2130 Fulton Street, c'est l'adresse postale de l'université. Ensuite, 002290, ça c'est le SSID d'un point Wi-Fi qui est proche du centre informatique. Ensuite, les latitudes et longitudes GPS mesurées sur mon téléphone dans la salle de cours de l'université. Quatrièmement, les latitudes et longitudes calculées à partir de mon téléphone portable en utilisant les bornes Wi-Fi et GSM au même endroit, toujours dans la salle informatique. Et enfin, les latitudes et longitudes que je pouvais mesurer sur une carte en pointant l'Université de San Francisco, par exemple avec OpenStreetMap ou Google Maps. Alors, ce que je vous suggère, c'est de faire une petite pause. Je vais vous donner la réponse, mais faites une petite pause et demandez-vous quelle est la technique qui ne donne pas le résultat attendu. Alors allez-y, faites une pause et dès que vous êtes prêt, repartez. Alors j'espère que vous avez joué le jeu, sinon il a encore temps de faire pause. La technique qui ne marche pas sur les 5, eh bien c'est la numéro 3, le GPS. Le GPS ne fonctionne pas en général à l'intérieur des bâtiments. Voilà, donc toutes les autres techniques, l'adresse postale, l'adresse SSID du point Wi-Fi auprès duquel on est, la latitude et les longitudes calculées à partir des bornes Wi-Fi et GSM avec le smartphone dans la salle, ça marche. De même que le pointer au curseur de l'endroit où on est sur une carte, ça marche très bien. Le seul qui n'a pas marché, et on verra pourquoi tout à l'heure, c'est la mesure GPS des coordonnées. C'est un peu surprenant, mais je voulais vous présenter cet exemple pour éviter de croire que le GPS, ça veut tout dire. En fait, il y a de multiples manières de se localiser, et le GPS n'est pas toujours la plus fiable et pas toujours la plus précise non plus. On va voir ça. Alors, on va d'abord s'intéresser à la définition d'une géolocalisation. Tous les exemples que vous avez vus dans la planche précédente sont des géolocalisations, mais elles sont de deux types différents. La géolocalisation de type adresse et la géolocalisation de type géométrique. Pour le type adresse, ça comprend par exemple l'adresse postale, l'adresse IP ou l'adresse internet ou le SSID de votre routeur Wi-Fi le plus proche. Alors cette information, elle permet de savoir comment vous joindre ou par où passer pour vous joindre. L'adresse qui est écrite sur une enveloppe permet de vous la faire parvenir quel que soit l'endroit d'où elle part. Deuxièmement, la localisation de type géométrique s'appuie sur un système de coordonnées, en fait sur plusieurs systèmes de coordonnées possibles. Par exemple, les coordonnées géographiques, avec la latitude et la longitude qui sont exprimées en degrés, et l'altitude, la troisième dimension, qui en général est exprimée en mètres. On a aussi des coordonnées cartographiques qui sont en mètres ou en kilomètres. Par exemple, ce sont les coordonnées qu'on peut lire sur une carte et qui donnent la correspondance entre la distance mesurée sur la carte et la distance réelle sur le terrain. C'est la notion d'échelle. Il y a aussi d'autres systèmes de coordonnées. On verra, nous, sur nos écrans, on a des coordonnées en pixels. Donc il faudra bien qu'à un moment, on sache faire la correspondance entre ces différents systèmes de coordonnées. Cette géolocalisation géométrique, c'est le principal type de géolocalisation que nous utiliserons dans la programmation avec App Inventor. Les manières dont votre téléphone peut se géolocaliser sont donc multiples. On va en considérer trois principalement. La localisation GPS qui utilise un capteur du smartphone et qui calcule la position à partir des signaux reçus des satellites GPS qui orbitent à 20 000 km. Ensuite, la localisation réseau qui utilise les bornes du réseau, les points Wi-Fi, GSM, etc. C'est une méthode hybride qui détermine une position approximative à partir des bornes et qui affine cette position en fonction de l'intensité du signal reçu depuis chaque borne. Ensuite, il y a une technique qu'on va continuer à utiliser, même si elle est ancienne, c'est le calcul à partir des cartes. Eh bien, dans certains cas, quand on va cliquer sur une carte, on aura besoin de calculer la position du point sur lequel on a cliqué. Alors, je vais de nouveau vous mettre à contribution avec un quiz.
Et ce quiz, c'est d'évaluer les différentes méthodes de localisation en fonction de 6 critères. Premier critère, la disponibilité de l'information à l'intérieur des bâtiments. Deuxièmement, la disponibilité à l'extérieur, à la campagne, en terrain ouvert par exemple. Troisièmement, dépendance au réseau ou à un service web. Quatrièmement, quelle est la confidentialité de la géolocalisation? Est-ce que quand vous vous localisez, est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent vous localiser aussi? Est-ce que vous êtes discret? Cinquièmement, et ça je suis sûr que vous y serez très sensible, c'est la consommation d'énergie. Est-ce que vous baissez l'autonomie de votre batterie quand vous utilisez une technique ou une autre? Dernier point un peu difficile, c'est est-ce que vous avez une information qui est en 2 dimensions, latitude et longitude par exemple, ou est-ce que c'est une information en 3 dimensions avec l'altitude en plus? Alors voilà le tableau à remplir avec des plus si c'est bon et des moins si c'est mauvais. Essayez de vous concentrer sur les 2 premières lignes à remplir et les 5 premières colonnes. Si vous y arrivez, c'est super parce que c'est une question difficile. Mais si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous vous rappellerez mieux des réponses. Voilà. Donc faites une pause et essayez de donner des valeurs à ces 2 premières lignes au moins et ces 5 premières colonnes. Allez, petite pause et on se retrouve après. On reprend. Dites-vous que si vous n'avez pas réussi à répondre, c'est tout à fait normal. C'est un sujet très difficile et le principe ici, c'était d'abord de s'interroger sur ces enjeux et maintenant on va voir un peu comment les éclaircir. On va examiner les différentes techniques, à commencer par le GPS. En fait, on dit GPS, mais ça correspond au système américain. En Europe, c'est Galileo, en Chine, Baidu, en Russie, GLONASS, mais tous ces systèmes couvrent l'ensemble du monde. Alors tous ces systèmes, dont le GPS, comprennent 2 parties. Une partie qui correspond au segment spatial ou la partie qui est dans l'espace. Il faut au minimum 24 satellites actifs qui orbitent aux alentours de 20 000 km et qui diffusent leur position à chaque instant et une heure extrêmement précise. La deuxième partie du système, c'est ce qu'on appelle le segment sol, en l'occurrence les petits composants qui sont dans vos téléphones. Ces composants reçoivent le signal des satellites, ils décodent l'heure et la position des satellites. Ensuite, ils regardent la différence de temps entre le satellite et leur propre horloge, et en fonction de cette différence de temps, ils calculent la distance en multipliant par la vitesse de la lumière. Donc, ils connaissent ainsi la distance à chaque satellite, et ils peuvent ensuite calculer la latitude, la longitude et l'altitude. Quand vous connaissez votre distance à 3 objets dans l'espace, eh bien, vous pouvez calculer par ce qu'on appelle trilatération votre propre position. Il y a des logiciels qui permettent de savoir où sont les satellites et si on reçoit le signal de chacun d'eux. C'est le cas ici, et je vais aller depuis le milieu de la pièce jusqu'au balcon. Vous voyez alors que, avec le changement de couleur du rouge vers le vert, le signal est reçu de certains satellites qui sont visibles et j'obtiens une localisation, ce qui n'était pas le cas quand j'étais à l'intérieur. On voit que le rapport signal sur bruit est suffisant quand je suis sur le balcon pour avoir une localisation. Par contre, quand je reviens au milieu de la pièce, le rapport signal sur bruit est tout à fait insuffisant pour avoir une localisation. Alors comment peut-on juger du GPS pour nos critères ? Première remarque, c'est que les satellites sont à 20 000 km, donc l'intensité du signal reçu au niveau de notre téléphone sera très faible. Par ailleurs, la méthode de calcul de la position est basée sur des distances, donc suppose que le satellite et le téléphone soient en vue directe. Ces 2 raisons font qu'à l'intérieur, le GPS ne marche pas ou marchera très mal ou avec une très mauvaise précision. Par contre, à l'extérieur, et en terrain ouvert, en particulier à la campagne, on sera dans de bonnes conditions de réception et on aura une bonne précision. Concernant la discrétion, on voit que cette technique n'utilise que le composant GPS à embarquer sur le téléphone et la réception des ondes émises depuis les satellites. On n'émet aucun signal, donc on est parfaitement discret en faisant cette mesure. Dernier point, le GPS permet d'obtenir des mesures en 3D, la latitude, la longitude et l'altitude. Le défaut de cette technique, c'est qu'elle nécessite l'alimentation du composant GPS, donc une consommation d'énergie plus élevée. Dernière remarque qui peut avoir son importance, c'est que le GPS est un système qui est contrôlé par les militaires aux États-Unis. À ce titre, Galileo en Europe a permis une certaine indépendance par rapport à cette notion de localisation qui peut être stratégique. Passons maintenant à la localisation à partir des réseaux Wi-Fi, GSM, etc.
Alors naturellement, ça va très bien marcher à l'intérieur puisque nos téléphones qui utilisent ces ondes fonctionnent correctement, la localisation aussi. En ville, on aura une très grande densité de points, et on en a plusieurs centaines de millions dans le monde, donc en ville, on aura toujours des émetteurs qui sont très proches. Donc on aura une bonne précision en zone urbaine. Par contre, à la campagne, on aura une mauvaise précision. En particulier, il ne faudra pas compter sur cette technique si vous faites un trekking ou si vous faites un GR. L'inconvénient, c'est qu'on utilise ces réseaux Wi-Fi et que donc on communique avec eux et on peut être localisé. Naturellement, on est toujours localisé puisqu'on peut être appelé sur son téléphone. Donc la notion de discrétion, elle a toujours ses limites. Un autre inconvénient, c'est que les données sont 2D puisque l'ensemble des émetteurs sont dans le même plan. Donc on ne pourra pas mesurer la troisième dimension. Le gros avantage de cette technique en zone urbaine, c'est qu'elle utilise des moyens qui sont déjà allumés pour le fonctionnement normal du téléphone, donc on n'a aucune consommation d'énergie supplémentaire. Alors, je vous ai donné l'exemple de San Francisco, mais à Argenteuil, rue Paul-Vaillant-Couturier, par exemple, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous voyez que le nombre de hotspots SFR Orange Free sont assez nombreux pour avoir une localisation extrêmement précise à partir de ces seules informations. La dernière méthode de localisation dont je dirai un mot, parce qu'elle est souvent utilisée sur les téléphones portables, c'est la localisation par adresse. Eh bien, dans ce cas, les coordonnées géométriques sont transmises à un serveur qui vous renvoie généralement gratuitement l'adresse correspondant à cette localisation. Mais dites-vous quand même bien une chose, c'est que si un serveur vous fournit un service gratuitement, c'est qu'il gagne de l'argent autrement. Et avec quoi? Avec l'information que vous lui fournissez. Donc ce qu'on dit souvent, c'est que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc posez-vous toujours un peu des questions sur la notion de gratuité sur Internet. On peut maintenant remplir le tableau d'évaluation des différentes techniques de localisation. Le GPS, il fonctionne très mal à l'intérieur, mais ceci dit, à l'intérieur, on n'a pas toujours besoin de se localiser, sauf quand on fait des développements avec App Inventor. Alors vous verrez que pendant ces développements, c'est quand même un peu gênant. Ensuite, à l'extérieur, il fonctionne très bien. Il ne dépend pas des réseaux puisqu'il utilise le capteur interne au téléphone. Son gros défaut, c'est la consommation d'énergie et la réduction de l'autonomie de la batterie. Par contre, au niveau confidentialité, la mesure elle-même ne révèle aucune information sur sa localisation. Deuxième technique, la localisation par réseau. Ça fonctionne bien à l'intérieur et bien à l'extérieur en milieu urbain. C'est un mix qui est assez sensible mais pas trop à la présence de réseau, qui ne consomme aucune énergie supplémentaire, donc garde toute son autonomie à la batterie. Par contre, en termes de confidentialité, c'est beaucoup moins favorable que le GPS. L'adresse postale, quand on la diffuse sur Internet, elle révèle beaucoup d'informations sur l'endroit où on est ou sur les endroits auxquels on s'intéresse. Donc, en termes de confidentialité, on va mettre moins. Quand on utilise des cartes numériques ou des images satellites, en particulier quand on cherche des itinéraires, on révèle beaucoup d'informations. Donc là aussi, on est très défavorable en termes de confidentialité ou de protection de la vie privée. Voilà, j'ai terminé la présentation des différentes méthodes de localisation qu'il y a sur un smartphone. Alors, je suis désolé d'avoir été si long, mais je voulais vous sensibiliser au fait que une méthode qui marche à l'intérieur en ville ne va peut-être pas marcher à l'extérieur à la campagne, et que par ailleurs, quand vous choisissez une technique, vous choisissez aussi de diffuser ou de ne pas diffuser des informations sur la localisation de l'utilisateur. Donc en fonction des objectifs de discrétion, vous aurez peut-être intérêt à choisir une technique ou une autre. Voilà. Dans la vidéo suivante, qui sera plus concrète, on va parler de configuration du smartphone, mais on va réutiliser les notions qu'on a vues ici, ou les conclusions au moins. Allez, à plus.